Donc, l'œdème maculaire après le syndrome d'Irvingas, c'est un œdème maculaire qui survient après chirurgie ophtalmique. Il a été décrit cliniquement pour la première fois en 1953 par Irvine, puis caractérisé angiographiquement par Gass et Norton en 1966. Et c'est une principale cause de baisse de l'acuité visuelle après chirurgie. Donc, je vous présente le cas d'une... Je vais passer sur le cas, désolé. Le cas d'une patiente âgée de 61 ans qui a présenté, elle a été opérée, donc une chirurgie de la cataracte sans incident. Et 4 mois après la chirurgie, la patiente s'est présentée avec un syndrome maculaire et une baisse de la vision. Donc l'OCT, elle montre un œdème maculaire cystoïde avec un DSR en rapport avec un Irvingas. Donc, le syndrome d'Irvingas symptomatique, il est donc avec une acuité visuelle inférieure à 5/10, sa fréquence est de 1 à 4%. Par contre, la fréquence du syndrome infraclinique est à 20 à 30% et elle remonte plus pour la définition angiographique. Le syndrome d'Irvingas survient en général 4 à 12 semaines après la chirurgie avec un pic d'incidence à 6 semaines. Cet œdème est spontanément résolutif dans la majorité des cas. Sur le plan physio-pathologique, la pathogénie est multifactorielle. La théorie inflammatoire est la plus importante. Donc, lors de la chirurgie, il y a un traumatisme chirurgical à l'origine d'une augmentation des médiateurs de l'inflammation tels que l'acide arachidonique, les prostaglandines, les lysozymes, les interleukines et le VEGF. Ces médiateurs de l'inflammation vont passer au niveau de la chambre antérieure et au niveau du segment postérieur et entraîner une rupture de la barrière hémato-aqueuse et hémato-rétinienne à l'origine du tyndale cellulaire et du flair dans la chambre antérieure et d'une augmentation de la perméabilité vasculaire rétinienne, d'où l'œdème maculaire cystoïde. La théorie mécanique avec des tractions antérieures du vitré sur l'aire maculaire et la phototoxicité ont été aussi évoquées. Donc, les facteurs de risque, notamment les facteurs de risque liés à la chirurgie, tels que la technique opératoire, une combinée par exemple les plus prévoyeuses d'Irvingas, telles qu'une chirurgie de la cataracte seule, une chirurgie compliquée avec rupture capsulaire avec ou sans issue de vitré ou bien chute de noyau dans le vitré. Aussi, le temps opératoire serait un facteur de risque de l'Irvingas. Certains facteurs ne sont pas liés à la chirurgie, plus particulièrement le diabète, donc la durée d'évolution du diabète, l'âge jeune du patient, le haut grade de la rétinopathie diabétique et l'insulinodépendance. L'hypertension artérielle, les occlusions veineuses rétiniennes, les uveites et la membrane hyperrétinienne sont aussi des facteurs de risque. Une atteinte de l'œil ADELPH est aussi un facteur de risque important. Donc, si un patient a présenté un syndrome d'Irvingas après chirurgie d'un œil, donc il faut le surveiller de près lors de la chirurgie de l'autre œil. Le diagnostic, il est essentiellement clinique. Le patient peut se présenter avec une baisse de l'acuité visuelle associée à des métamorphopsies, une photophobie avec une discrète hyperémie conjonctivale lors de l'examen, un tyndale de la chambre antérieure, une discrète hyalite cellulaire et un épaississement rétinien maculaire avec des logettes cystoïdes. Parfois, l'hyperémie papillaire est évidente à l'examen clinique. Le diagnostic se fait essentiellement à l'OCT. Elle montre les logettes cystoïdes. C'est en général un œdème qui est bien symétrique par rapport à la foviola, qui peut être associé ou non avec un DSR. L'angiographie à la fluorescine, elle n'est pas toujours nécessaire au diagnostic, mais lorsqu'elle est faite, elle va montrer l'hyperperméabilité capillaire avec les logettes cystoïdes, une hyperfluorescence papillaire. Parfois, cette hyperperméabilité capillaire, elle est beaucoup plus importante, comme la photo d'en bas. Mais elle peut être aussi indiquée lorsqu'on a un doute diagnostique ou bien en l'absence de bonne réponse au traitement. Les moyens thérapeutiques, tout d'abord le traitement préventif, il est basé sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens associés ou non aux corticoïdes topiques. Il y a plusieurs molécules. La majorité de ces molécules se valent sur le plan action anti-inflammatoire. En général, ce traitement est préconisé avant la chirurgie, idéalement dans les 3 jours qui précèdent la chirurgie et au minimum dans les 2 heures avant. En post-opératoire, en général pendant 1 mois après la chirurgie, mais si le patient présente des facteurs de risque, on doit prolonger jusqu'à 3 mois. Les corticoïdes topiques ont une synergie d'action avec les AINS, on peut les prescrire 1 à 2 semaines en post-opératoire.
Sur le plan curatif, c'est les ANS topiques de première intention associés ou non aux corticoïdes topiques. Sinon, on peut passer aux injections périoculaires de corticoïdes, aussi les injections sous-conjonctivales ou bien sous-tinoniennes. Si le traitement résiste, l'œdème résiste encore, on peut passer aux injections intravitréelles et aux implants de dexaméthasone. Le Diamox a été aussi essayé de première intention en association avec les ANS topiques, mais en général, les patients se plaignent d'effets secondaires et il y a un phénomène d'échappement au traitement. Les anti-VEGF ont ici aussi préconisé pour les formes réfractaires, mais leur efficacité est controversée. La chirurgie, donc la vitrectomie, est indiquée en cas de traction maculaire évidente, de présence de fragments de cristallin dans le vitré, ou bien dans certains cas réfractaires. Chez notre patiente, donc, elle a été traitée par IANS avec corticoïdes topiques. On a aussi injecté une latérobulbaire de Kenacort et l'évolution était favorable avec à 3 mois une disparition totale de l'œdème comme vous voyez sur l'OCT et une bonne réponse fonctionnelle. La patiente a repris ses dysticiens. Merci.